Partie 28 de l'art de vivre. Le lien au vivant, retrouver la mesure naturelle. L'être humain n'a jamais été un être séparé de la nature. Il est né d'elle, façonné par elle, rythmé par elle depuis des centaines de milliers d'années. Pourtant, dans la vie moderne, cette évidence semble s'être atténuée. Beaucoup vivent désormais dans des environnements qui ressemblent davantage à des constructions techniques qu'à des écosystèmes vivants. Les murs, les écrans, les sols uniformes, les lumières artificielles et les bruits mécaniques composent souvent l'essentiel du décor quotidien. Ce glissement est récent à l'échelle de l'évolution, et c'est précisément dans ce décalage temporel que se trouve un nombre croissant de tensions intérieures. Le corps et l'esprit ne se sont pas adaptés à cette transformation soudaine. Ils continuent de fonctionner selon des repères biologiques qui, eux, sont beaucoup plus anciens. Cette relation première entre l'être humain et le vivant n'est donc pas une idée romantique ou poétique. Elle est inscrite dans la physiologie même. Lorsque nous parlons de lumière naturelle, de cycle jour-nuit, d'alternance des saisons, de qualité de l'air, de diversité des formes et des sons, il ne s'agit pas d'éléments décoratifs mais de stimuli auxquels le système nerveux est profondément sensible. Le cerveau, dans sa structure comme dans son fonctionnement, s'est construit en interaction avec un monde riche de variations lentes, de textures organiques et de signaux cohérents. L'éclairage artificiel, le bruit de fond constant, les surfaces uniformes ou les rythmes numériques n'ont pas cette cohérence. Ils sollicitent l'attention autrement, parfois contre le fonctionnement naturel de la perception. Les chercheurs utilisent le terme biophilie pour décrire cette tendance observable chez l'être humain à rechercher le contact du vivant. Le mot peut sembler abstrait, mais ce qu'il désigne est concret. Il renvoie à une disposition ancrée dans l'évolution. Pendant des dizaines de millénaires, la survie dépendait de la capacité à décoder les signaux naturels. La présence d'une source d'eau, la densité d'une forêt, le comportement des animaux, la variation de la lumière ou la texture du sol fournissaient des informations essentielles. Ce dialogue permanent entre l'organisme humain et son milieu a sculpté nos circuits sensoriels et cognitifs. C'est à travers cette relation que s'est formée la manière dont nous régulons nos émotions, dont nous percevons le danger, dont nous trouvons le repos, et même la manière dont nous mémorisons certains événements. Cette inscription biologique apparaît clairement lorsqu'on observe la façon dont le système nerveux réagit à un environnement naturel. De nombreuses études montrent que quelques minutes d'observation d'un paysage organique suffisent à réduire l'activité de certaines régions cérébrales associées au stress. Ce phénomène est mesurable, la fréquence cardiaque ralentit légèrement, la tension artérielle se stabilise, le rythme respiratoire devient plus régulier. Il ne s'agit pas d'un effet subjectif ou vague. Le corps reconnaît la nature comme un milieu compatible avec son fonctionnement. À l'inverse, les environnements très artificiels, saturés de signaux contradictoires ou répétitifs, maintiennent souvent l'attention dans un état de vigilance diffuse. Le cerveau doit filtrer, corriger, anticiper en permanence. Cette activité intérieure constante peut épuiser les ressources attentionnelles et entraîner une forme de fatigue mentale. Il existe un concept pour désigner cette fatigue, la fatigue attentionnelle. Elle apparaît lorsque les stimuli extérieurs sollicitent le contrôle cognitif sans offrir de moments de relâchement spontané. Dans la nature, les formes fractales, les mouvements lents, les variations de lumière ou les sons organiques permettent une alternance naturelle entre attention et repos. Le regard peut se poser, la pensée peut circuler sans effort, les sens peuvent se détendre sans s'éteindre. Dans un environnement artificiel, cette alternance est plus rare. Les stimuli sont souvent plus abrupts, plus réguliers ou plus monotones. Le cerveau ne trouve pas de rythme auquel s'accorder. Il doit constamment organiser et filtrer l'information. Cette tension légère mais continue explique pourquoi certaines personnes ressentent une paix presque immédiate dès qu'elles se retrouvent dans un parc, près d'un lac ou au bord de la mer, la perception retrouve un terrain stable. Le lien avec le vivant n'agit pas uniquement sur le corps. Il a également une dimension psychologique profonde. Le simple fait d'être entouré d'éléments naturels peut modifier le sentiment d'existence.
La nature offre un contraste avec les exigences de la vie moderne. Elle rappelle la possibilité d'un rythme différent, d'un temps moins compressé, d'une présence plus ancrée. Certaines personnes décrivent une impression de respiration intérieure lorsqu'elles marchent en forêt ou se tiennent face à un vaste paysage. D'autres parlent d'un apaisement qui ne relève pas d'un raisonnement mais d'une sensation directe, un retour, comme si une partie de soi retrouvait un lieu familier. Rien de mystique dans ce phénomène. C'est un ajustement, une forme de régulation. Le milieu vivant offre des repères qui résonnent avec les structures les plus anciennes de la cognition humaine. Cette reconnexion avec le vivant a également une dimension symbolique. Dans un monde dominé par la vitesse, la productivité et le flux constant d'informations, la nature rappelle le caractère fondamentalement organique de l'existence. Un arbre ne se presse pas. Une rivière ne calcule pas. Une montagne n'accélère ni ne ralentit. Leur présence crée une forme de stabilité qui s'oppose à l'agitation intérieure souvent générée par les environnements numériques. Lorsque le regard se pose sur un paysage naturel, l'esprit retrouve parfois une forme de continuité, il se souvient, même brièvement, que la vie n'est pas seulement une succession d'urgences. Elle est un processus qui se déploie. Ce retour à la mesure naturelle ne signifie pas renoncer à la modernité. Il ne s'agit pas de se couper du monde ou de condamner les outils technologiques. La question est plus fine. Elle concerne la manière dont le corps et l'esprit réagissent aux conditions de vie actuelles. L'être humain peut s'adapter à beaucoup de choses, mais son adaptation n'est pas instantanée. Elle est lente, progressive, et elle se heurte parfois à des limites biologiques. La lumière d'un écran peut se substituer à la lumière du jour en termes de visibilité, mais pas en termes de régulation hormonale. Un bruit mécanique peut remplacer le silence, mais il ne remplit pas les mêmes fonctions apaisantes que les sons naturels. Une image numérique peut représenter une forêt, mais elle ne transmet pas l'ensemble des stimuli qui régulent le système nerveux. La nature offre une forme de cohérence sensorielle. Les variations sont constantes mais jamais brutales. Elles donnent au cerveau des informations diversifiées mais harmonieuses. L'odeur de la terre, la texture des feuilles, la douceur du vent, la lumière changeante, chacun de ces éléments contribue, même de manière imperceptible, à réguler l'état intérieur. À l'inverse, un environnement conçu par l'homme peut être fonctionnel, efficace, esthétique, mais il est souvent pauvre en signaux biologiquement pertinents. La lumière artificielle reste stable. Les surfaces sont uniformes. Les sons se répètent ou s'accumulent. Le corps doit compenser ce manque de complexité naturelle. Il doit créer artificiellement ce que l'environnement ne lui apporte plus. Cette distance entre le fonctionnement biologique et les conditions modernes d'existence peut expliquer un certain nombre de tensions intérieures, irritabilité, fatigue diffuse, perte de concentration, besoin compulsif de stimulation, difficulté à se détendre. Ces états ne proviennent pas toujours d'une cause psychologique simple. Ils peuvent être le symptôme d'un environnement qui ne correspond plus aux besoins fondamentaux du système nerveux. Le corps réclame ce à quoi il a été habitué pendant des millénaires, un milieu vivant, un rythme naturel, une exposition à la lumière du soleil, un contact régulier avec des éléments organiques. Ne pas répondre à ces besoins ne crée pas nécessairement une maladie, mais cela peut réduire les capacités de récupération et fragiliser l'équilibre émotionnel. À travers cette compréhension plus fine du lien entre l'être humain et la nature, une question plus profonde apparaît: qu'est-ce qu'une vie équilibrée? Peut-on réellement trouver un apaisement durable sans réintégrer, même modestement, la dimension vivante dans notre quotidien? Certains y parviennent par de petits gestes, quelques minutes de marche chaque jour, l'entretien d'un jardin, l'habitude de regarder le ciel ou d'écouter les bruits naturels en arrière-plan. D'autres ont besoin d'un cadre plus immersif. Mais, quelle que soit la forme choisie, le principe reste le même: renouer avec le vivant n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Et c'est à partir de cette nécessité que se construit progressivement une manière différente d'habiter le monde.
Le contact régulier avec le vivant n'agit pas seulement comme une forme de régulation sensorielle. Il influence aussi de manière très concrète la qualité de l'attention, la capacité de mémorisation et la stabilité émotionnelle. L'organisme ne se contente pas de préférer la nature, il s'y synchronise. Ce phénomène apparaît lorsqu'on observe les variations du système nerveux autonome, le rythme cardiaque devient plus cohérent, la respiration s'allonge naturellement, les muscles se détendent sans qu'on le demande consciemment. Ces ajustements, appelés parfois « réponses de restauration », reflètent une forme de compatibilité profonde entre l'être humain et son environnement d'origine. Dans la vie quotidienne, l'esprit est souvent sollicité par des tâches multiples, messages instantanés, écrans, notifications, obligations professionnelles, bruits urbains. Chacune de ces sollicitations demande une petite quantité d'énergie cognitive. Individuellement, elles paraissent anodines. Ensemble, elles créent un état de dispersion. Le mental doit changer de direction sans arrêt. La nature, elle, permet le mouvement inverse. Elle concentre doucement l'attention, mais sans effort. Une personne qui marche dans un espace naturel se rend souvent compte que ses pensées se réorganisent d'elles-mêmes. Ce n'est pas un processus volontaire. C'est le signe que le cerveau retrouve une forme de cohérence interne grâce à la cohérence externe du milieu. Ce lien entre cohérence du milieu et cohérence intérieure est l'un des aspects les mieux documentés des effets restaurateurs de la nature. Les environnements vivants présentent des motifs fractals que l'œil humain perçoit spontanément, le dessin d'une feuille, la structure d'une branche, la forme d'un nuage. Ces formes ne sont jamais identiques mais elles se répondent, et c'est précisément cette alternance entre similarité et variation qui réduit la charge cognitive. L'attention peut se relâcher tout en restant stimulée. Cette combinaison est rare dans les environnements artificiels, où les surfaces sont souvent uniformes ou, au contraire, excessivement chargées. La nature se situe à un point d'équilibre. Elle offre assez de diversité pour éviter l'ennui, mais pas suffisamment pour provoquer une surcharge. Cette régulation naturelle influence la perception du temps. Dans un milieu vivant, les minutes semblent s'étirer ou se détendre. Dans un environnement artificiel saturé de sollicitations rapides, elles semblent au contraire s'accélérer. Ce phénomène est lié à la manière dont le cerveau encode la succession des événements. Lorsque les stimuli sont trop rapides ou trop nombreux, la conscience n'a pas le temps d'intégrer la continuité. Elle perçoit une forme de compression temporelle. La nature, avec son rythme plus lent, donne de l'espace à la perception. Elle étire les instants sans les figer. Elle permet d'avoir à nouveau l'impression d'habiter son propre temps. Cette dynamique est particulièrement visible lorsqu'une personne traverse une période de stress ou de surcharge mentale. Le simple fait de se rendre dans un espace naturel, même brièvement, peut offrir au système nerveux une fenêtre de récupération. Cette capacité restauratrice ne dépend pas nécessairement de la beauté du paysage, ni de sa grandeur. Un arbre, un parc, une rivière, un jardin suffisent parfois. Ce qui compte, c'est la présence d'un environnement non agressif pour les sens. Un espace où l'esprit peut se déposer. La nature agit également sur la créativité. Plusieurs études montrent qu'après une immersion dans un milieu vivant même de courte durée, les individus obtiennent de meilleurs résultats dans des tâches qui demandent de l'intuition, de la souplesse mentale ou la capacité de relier des idées éloignées. Ici encore, il ne s'agit pas d'un effet mystérieux. La nature réduit la charge cognitive imposée par les environnements artificiels. Elle libère de l'espace mental. Cet espace permet au processus associatif de se déployer sans être interrompu. L'esprit peut suivre son propre mouvement, se réorganiser, découvrir des chemins nouveaux. C'est ce phénomène que beaucoup décrivent intuitivement lorsqu'ils disent que leurs meilleures idées leur viennent en marchant dehors. Mais au-delà du fonctionnement individuel, le lien au vivant joue un rôle dans la vie collective. Les quartiers urbains dotés d'espaces verts bien intégrés montrent souvent des niveaux plus élevés de confiance, de coopération et de sentiment d'appartenance. Ces effets ne proviennent pas de la seule présence des arbres ou de l'herbe.
Ils viennent du fait que ces espaces créent des lieux de rencontres spontanées. Ils ralentissent le rythme, favorisent les interactions informelles, réduisent les tensions sociales. Un environnement naturel introduit une forme d'horizontalité dans la vie collective. Les individus s'y sentent moins pressés, moins isolés. Ils perçoivent davantage les autres comme des partenaires que comme des obstacles. Cette dimension sociale est souvent sous-estimée. On pense la nature comme un décor, un lieu extérieur, une parenthèse. En réalité, elle influence la manière dont nous percevons les autres et la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Lorsque l'environnement est hostile, bruit excessif, pollution, densité trop élevée, la tolérance sociale diminue. Le seuil d'irritabilité baisse. Les gestes de méfiance augmentent. Ce n'est pas uniquement lié à la personnalité ou à l'éducation. C'est aussi lié à la physiologie. Un système nerveux constamment sollicité est moins disponible pour la coopération. Il se replie. Il devient plus défensif. À l'inverse, un milieu naturel rétablit les conditions d'une disponibilité sociale. Il permet un état intérieur plus ouvert, plus stable, plus accueillant. Cette relation entre nature et équilibre social est particulièrement visible dans les moments de transition, une promenade après une journée de travail, un repas dehors, quelques minutes assis sur un banc. Ces gestes simples influencent la manière d'aborder les interactions ultérieures. Ils réduisent la rigidité intérieure et favorisent des comportements plus souples. Le lien au vivant devient alors un facteur concret de santé relationnelle, même s'il n'est pas perçu comme tel. La nature joue aussi un rôle important dans la construction du sens. L'être humain cherche en permanence à situer son existence dans un cadre plus large. La nature fournit ce cadre, non en donnant des réponses, mais en offrant une perspective. Elle rappelle que la vie individuelle n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste. Cette prise de recul peut soulager certaines tensions intérieures. Elle peut diminuer l'impression que tout dépend de soi, que chaque décision est lourde de conséquences, que chaque échec est définitif. Regarder un paysage étendu, observer un cycle naturel, écouter un silence vivant donne parfois la sensation d'être réinséré dans un mouvement qui dépasse la logique utilitaire. Cette sensation n'est pas une abstraction. Elle apaise. Elle réoriente l'attention vers des vérités plus stables, la lenteur, la continuité, la répétition des cycles, la fragilité des choses, leur renouvellement. Cette dimension symbolique joue un rôle essentiel dans la santé mentale. Les environnements artificiels sont souvent construits autour de la performance, de la vitesse et de la productivité. Ils transmettent implicitement une idée de tension permanente. La nature, elle, incarne l'idée inverse, la patience, la croissance lente, l'équilibre des forces. Le simple fait de s'exposer à ces valeurs implicites influence la manière dont on aborde ses propres difficultés. Il devient plus facile de relativiser certains obstacles, de supporter certaines incertitudes, d'accepter certaines limites. La nature offre une pédagogie silencieuse. Elle ne dit rien, elle montre. Cette pédagogie apparaît dans des gestes quotidiens. S'occuper d'une plante, par exemple, peut sembler insignifiant. Pourtant, ce geste oblige à observer, à attendre, à comprendre un rythme autre que celui de l'impulsivité moderne. Il devient une forme d'exercice intérieur. Il rappelle que la croissance se fait par étapes, que les excès fragilisent, que le manque affaiblit, que l'équilibre se construit dans la répétition. Ces leçons, intégrées sans effort, influencent la manière d'aborder d'autres domaines de la vie, le travail, les relations, la santé. L'être humain ne peut pas se couper durablement du vivant sans en ressentir les effets. Cette distance n'est pas toujours consciente. Beaucoup vivent dans des environnements artificiels sans percevoir immédiatement ce qui leur manque. Ils ressentent seulement une fatigue persistante, une agitation intérieure, une difficulté à se concentrer. Ils cherchent des réponses dans la performance, dans la stimulation, dans la distraction. Pourtant, il arrive qu'une simple immersion dans un milieu naturel fasse ressurgir un sentiment d'équilibre oublié.
comme si une partie d'eux-mêmes se souvenait d'un état qu'ils n'avaient pas identifié comme essentiel. Ce retour de l'équilibre ne dépend pas de la durée. Même une courte exposition peut suffire à réactiver certains mécanismes de régulation. Le contact du soleil sur la peau relance la production de certaines hormones. Le bruit du vent ou de l'eau stabilise la respiration. La vue d'un horizon dégagé réduit l'impression d'enfermement psychique. Chacun de ces éléments contribue, parfois sans que l'on en ait conscience, à reconstruire un état intérieur plus stable. Le retour au vivant n'est donc pas un refuge ponctuel. Il est une ressource, accessible même en fragments, capable de réorienter l'esprit vers une forme de vérité simple. La vie ne se résume pas à ce que nous produisons. Elle s'enracine dans ce que nous percevons. Ainsi, la relation avec la nature n'est pas seulement un plaisir ou une parenthèse. Elle est une manière d'ajuster la vie intérieure à un rythme qui respecte la physiologie humaine. Et lorsque cet ajustement commence à se faire sentir, une transformation plus profonde devient possible, celle d'une vie réaccordée à ses besoins fondamentaux. Lorsque l'on observe attentivement la manière dont l'être humain réagit à son environnement, un constat s'impose: la nature n'agit pas comme un simple décor extérieur, mais comme une condition intérieure de stabilité. Le système immunitaire, le rythme hormonal, la qualité du sommeil, la régulation de l'humeur et même certaines fonctions cognitives reposent sur une forme de dialogue constant entre le corps et le milieu vivant. Ce dialogue s'est construit sur des milliers d'années, bien avant que les environnements artificiels ne deviennent dominants. C'est pourquoi, lorsque ce dialogue se rompt, même partiellement, quelque chose se désaccorde dans l'expérience quotidienne. Cette désynchronisation peut prendre de nombreuses formes. Chez certains, elle se manifeste par une agitation diffuse, comme une difficulté à se poser ou à rester concentré. Chez d'autres, par un sentiment persistant de fatigue malgré le repos. On retrouve aussi des formes plus subtiles, une irritabilité inhabituelle, une sensibilité accrue au stress, une impression de vivre dans un flux qui ne laisse pas de place à la respiration. Ces manifestations ne résultent pas directement d'un manque de nature, mais du déséquilibre général que crée la privation d'un cadre sensoriel cohérent. Dans les environnements urbains modernes, la plupart des signaux naturels sont remplacés par des signaux artificiels. Cette substitution n'est pas neutre. Les lumières artificielles prolongent le jour au-delà de ce que le système circadien peut réguler facilement. Les bruits mécaniques produisent des stimulations continues auxquelles le système nerveux reste attentif même lorsqu'on essaie de se détendre. Les surfaces uniformes réduisent la diversité visuelle dont le cerveau a besoin pour se reposer. L'air intérieur, souvent plus pauvre en oxygénation et plus riche en particules, fatigue le corps sans qu'on s'en aperçoive immédiatement. La question n'est pas de condamner la ville ou la technologie. Elle est de comprendre ce que le corps réclame pour fonctionner correctement. L'être humain est capable d'adaptation, mais son adaptation a des limites physiologiques. Le cycle veille-sommeil, par exemple, se règle principalement sur la lumière naturelle. Lorsque ce signal disparaît ou est perturbé, les hormones qui structurent l'alternance entre vigilance et repos perdent de leur régularité. Le résultat peut être une forme de brouillard intérieur, une difficulté à trouver son rythme, une sensation d'être toujours légèrement en décalage. La nature, en apportant une lumière cohérente, un mouvement lent et des bruits non agressifs, restaure des repères que rien d'artificiel ne remplace totalement. L'air extérieur joue lui aussi un rôle essentiel. Dans les milieux naturels, l'air est souvent plus ionisé, plus humide, plus équilibré en particules. La respiration y devient plus fluide. Cet effet a une répercussion directe sur l'état intérieur. En améliorant la respiration, le système parasympathique s'active plus facilement, ce qui réduit les tensions musculaires et diminue l'activité des circuits associés au stress. Ce phénomène n'est pas spectaculaire, mais il est profond. Il explique pourquoi certaines personnes ressentent un soulagement presque immédiat lorsqu'elles sortent en plein air après être restées longtemps dans un intérieur. La nature offre également un rapport à l'imprévu qui diffère de celui de la vie moderne.
Dans le monde numérique, l'imprévu prend souvent la forme d'une interruption brusque, une notification, un message urgent, une alerte. Dans la nature, l'imprévu est organique. C'est une variation du vent, une lumière changeante, un mouvement dans les branches, le bruit d'un animal. Ces stimuli inattendus ne déclenchent pas de stress, au contraire, ils nourrissent l'attention sans la saturer. Ils rappellent au cerveau qu'il existe des changements qui ne demandent pas de réaction immédiate. Cette distinction est importante. Elle montre que ce n'est pas l'imprévu en soi qui fatigue, mais l'imprévu qui exige une réponse. Dans les environnements naturels, l'imprévu est un signe de vie, pas une injonction. L'esprit peut donc rester ouvert, réceptif, sans entrer dans une logique de vigilance permanente. Cette disponibilité intérieure est l'un des effets les plus précieux du contact avec le vivant. Elle permet d'accueillir les situations quotidiennes avec davantage de souplesse, de réduire la rigidité mentale, de diminuer les réactions impulsives. Cette forme de stabilité renforce profondément la santé relationnelle. Le lien au vivant entretient aussi la capacité d'émerveillement, un aspect psychologique essentiel à l'équilibre. L'émerveillement n'est pas une simple émotion agréable. C'est une manière de percevoir le monde qui réduit temporairement la focalisation sur soi. Lorsque l'esprit s'ouvre à quelque chose qui le dépasse, un paysage, un détail de la nature, un mouvement d'ensemble, la conscience s'élargit. Le corps produit parfois une sensation de détente particulière. Le mental s'apaise car il cesse un instant de se replier sur ses préoccupations. La nature facilite cet élargissement non pas en imposant une vision grandiose, mais en multipliant les occasions d'attention profonde. D'un point de vue psychologique, l'émerveillement joue un rôle important dans la résilience. Il aide à remettre les difficultés à leur juste place. Les obstacles cessent d'être ressentis comme des murs infranchissables. Ils deviennent des éléments parmi d'autres dans un horizon plus large. Cette capacité de relativisation ne résout pas les problèmes, mais elle diminue l'intensité de la charge émotionnelle qui leur est associée. Elle redonne de l'espace mental. Elle permet de recommencer, de corriger, de réajuster. La nature, par sa simple présence, devient ainsi une ressource intérieure, une manière de retrouver la possibilité d'agir. Ce lien au vivant est également un lien à la durée. Dans la nature, tout prend du temps. La croissance des plantes, l'érosion des pierres, les cycles saisonniers, les migrations animales, chaque élément obéit à un rythme qui dépasse la temporalité humaine. S'exposer à ce rythme rappelle que la vie ne se déploie pas dans l'urgence, mais dans la continuité. Pour une personne qui vit dans un environnement où la pression temporelle est constante, cette expérience peut être profondément rééquilibrante. Elle enseigne sans discours que certaines choses demandent de la patience, que le résultat n'apparaît pas immédiatement, que le mouvement intérieur peut être lent. Cette leçon est précieuse pour ceux qui cherchent à retrouver une forme de mesure dans leur vie quotidienne. La nature renforce aussi le sentiment d'appartenance. Beaucoup éprouvent, au contact des éléments, la sensation d'être moins isolés. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est un effet de la réduction de la surcharge sensorielle et de l'apaisement du système nerveux. Lorsque le corps n'est plus en état de vigilance, il devient plus disponible à la relation, plus ouvert à la présence de l'autre. Les liens humains se renforcent souvent après un moment passé dehors. Les discussions deviennent plus calmes, plus sincères, moins interrompues. L'être humain retrouve spontanément un mode social plus coopératif lorsqu'il se sent en sécurité. La nature, en ramenant cette sécurité intérieure, facilite les relations. Ainsi, la question du lien au vivant ne renvoie pas seulement à un goût personnel, ni à une préférence esthétique. Elle renvoie à la structure même de l'être humain. L'équilibre émotionnel, la qualité de l'attention, la capacité à coopérer, l'accès au sens, la résilience face aux difficultés, chacune de ces dimensions repose en partie sur un ancrage dans un milieu vivant. Cet ancrage peut prendre des formes diverses selon les modes de vie. Pour certains, il se trouve dans la marche quotidienne.
Pour d'autres, dans le jardinage, dans les week-ends en nature, ou simplement dans le fait d'ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air du dehors. L'essentiel n'est pas la quantité, mais la régularité. Le retour à la nature n'est pas un retour en arrière. C'est un ajustement. Il s'agit d'intégrer dans la vie moderne ce qui maintient l'être humain en équilibre depuis toujours. La technologie peut servir cet ajustement si elle s'accorde au vivant au lieu de le contredire. Elle peut faciliter la connaissance des cycles naturels, améliorer la qualité de l'air intérieur, optimiser les espaces urbains, restaurer des zones vivantes. Cette idée ouvre naturellement vers une question plus vaste: comment la technologie peut-elle s'intégrer à la mesure humaine, sans rompre le lien fondamental qui nous unit au vivant? Une question qui prépare directement la prochaine partie 29, consacrée à la technologie et la mesure humaine du progrès.